Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, toujours en rafale, on en apprend davantage sur les premiers pas de la vaccination. On discute avec Tania Morin de WN Événements de la fameuse boîte découverte et on vous fait une introduction à la méditation. Alors, bonsoir à tous. Alors, je vais continuer ce soir ma petite chronique sur les origines de la vaccination. On avait déjà parlé de la variolisation qui vient d'Asie, et de Chine plus précisément, et qui a été transmise en Angleterre au 18e siècle, qui consistait à infecter quelqu'un avec les sécrétions tirées des pustules de quelqu'un qui avait eu la variole. Et là, une maladie très grave à l'époque, et donc, mais c'était un procédé assez dangereux. Ça va devenir la vaccination, et ça va s'appeler comme ça, à partir des travaux d'un médecin anglais, Edward Jenner. Alors, Edward Jenner, c'est dans les années 1770 qu'il a étudié la médecine, et il travaillait comme médecin généraliste et chirurgien dans la campagne près de Berkeley, dans sa région natale du Gloucestershire. Excusez la prononciation. Il avait comme maxime « ne croyez pas, essayez ». Alors, il avait fondé une société de médecine avec d'autres collègues et ils se réunissaient pour dîner ensemble et discuter examiner des documents traitant de sujets médicaux et discuter de médecine. Et une observation qu'on avait fait fréquemment à l'époque, c'est que les gens qui traillaient les vaches ne contractaient à peu près jamais la variole. Alors, on s'est demandé pourquoi, notamment, et on s'est aperçu que ça arrivait, c'est qu'ils attrapaient une maladie des vaches qui s'appelait la vaccine, qui ressemblait à la variole, qui faisait des pustules, notamment sur les pieds des vaches, et c'est là que les personnes contractaient et la maladie, mais c'était pas bien grave pour un humain, cette maladie-là, et quand on avait attrapé ça, on n'attrapait jamais la variole, on était immunisé. Alors, on s'est dit, Jenner s'est dit, si, au lieu d'utiliser les pustules et les sécrétions d'une personne infectée par la variole, ce qui était dangereux, comme je l'ai déjà mentionné, alors on utilisait plutôt les pustules, les sécrétions de la vaccine pour se protéger. Peut-être que ça ferait pareil. Et effectivement, Jenner a fait une expérience en 1796. Il a inoculé la vaccine à James Phipps, un jeune garçon de 8 ans. Alors, il a fait ça tout simplement en utilisant le pus de la vaccine d'une personne qui s'appelait Sarah Nelms, et qu'il a gratté avec un morceau de bois, puis il l'a transféré dans les bras de Phipps par une entaille, et ça a provoqué de la fièvre, un malaise général, mais pas de maladie grave, et plus tard, pour compléter son expérience, il a inoculé Phipps avec la variolisation, la méthode plus ancienne, et il n'y a eu aucun symptôme. Donc, il s'est dit, ça marche. Après, il a fait des expériences sur plusieurs cas qui, aujourd'hui, comme expérience, ne seraient peut-être pas acceptées par les comités d'éthique, là, mais, et ensuite présenter ses résultats à la Société royale de médecine. Et là, ça a été effectivement reconnu que ça fonctionnait. Et donc, on s'est mis à utiliser cette méthode-là, donc la vaccination, puisque ça venait de la vaccine, plutôt que la variolisation pour se protéger contre la variole. Napoléon Ier va tenir à ce que son fils soit inoculé et des médecins vont transmettre ça sur le continent. Ici, dans le Nouveau Monde, la première inoculation contre la variole a eu lieu en 1800 à Terre-Neuve. Et pas longtemps plus tard, un certain colonel Landman, officier d'artillerie à Québec, a introduit la vaccination au Bas-Canada. On a fondé une société de vaccination à Montréal en 1817. En 1820, la Compagnie de la baie du Tson a commencé même à protéger les Autochtones, à vacciner les Autochtones qui étaient souvent atteints par des épidémies de variole. Et finalement, en 1840, le gouvernement britannique a interdit la variolisation et a encouragé la vaccination gratuite. C'est là qu'on entre un peu dans l'ère moderne de la vaccination. Restait à prouver qu'on pouvait faire ça avec d'autres médicaments, mais ça va être le travail avec d'autres maladies, mais ça va être le travail de Louis Pasteur une quarantaine d'années plus tard. Alors, c'est tout pour ma petite chronique de ce soir. Bonsoir.
Bonjour Tania. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, on va parler des boîtes découvertes. Qu'est-ce que c'est que ces boîtes découvertes-là? Ben en fait, c'est une boîte qui a pour but là, de soutenir l'achat local puis d'encourager là, le plus possible de producteurs de la région. Puis c'est une boîte surprise, là, fait que les gens ils découvrent le contenu seulement quand ils reçoivent à la maison. Là. OK. Donc, est-ce que les gens ils ont comme une espèce de serment de mutisme, là? Ils doivent rien dire sur ce qu'il y a dans la boîte jusqu'à temps qu'elle soit dévoilée par vous à WN Événements? Oui, exactement. Ben en fait, les gens, il y a personne là, qui sait qu'est-ce qu'il y a à part les producteurs qui mettent leurs produits, là, en fait. Puis une fois que toutes les boîtes sont livrées, là, on autorise les gens à publier là, les photos sur Facebook et tout, mais avant ça, il y a personne qui sait rien. OK. Puis là, vous, ça fait déjà 2 mois que vous en faites. Oui, on a fait la boîte du mois de mai et la boîte du mois de juin. Puis qu'est-ce qui a motivé cette initiative-là? Ben en fait, c'est que nous, à la base, on est une compagnie en événementiel. Puis comme on sait, ben avec tout ce qui se passe, ça n'a pas été... disons, c'est pas facile pour nous. Tous nos événements ont été annulés pour le restant de l'année. Fait que là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, on n'avait pas envie de rester là puis de se tourner les pouces. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence? Puis c'est là que l'idée nous est venue. Donc, pour les gens qui veulent en avoir, là, c'est maintenant, là. On est dans le dernier droit. Oui, exactement. C'est la dernière semaine là, pour se procurer la boîte. Et pour les gens qui souhaitent avoir une boîte, c'est sur Facebook que ça se passe. Exactement. Excellent. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Nourrir son bonheur en cette période de transformation, je pense que ça passe par prendre soin de soi, donc de bouger, faire des activités qu'on aime, mais aussi de prendre soin de sa tête. Qu'est-ce que prendre soin de sa tête? Comment on peut faire ça? Ben, la méditation offre plein d'outils pour prendre soin de notre mental, de notre tête. Quand je dis méditation, on dirait que j'entends des fois les gens font comme non, la méditation. On voit ça comme un peu monter de l'Himalaya. On voit ça peut-être plus grand que ce que c'est. C'est peut-être aussi par manque de connaissances ou d'expérience, peu importe les raisons. Je pense que la méditation offre des outils intéressants. Puis je vous propose aujourd'hui une expérience de méditation très courte. Puis de voir ça, la méditation, en fait, c'est un entraînement de notre mental comme l'activité physique est un entraînement de notre corps physique. Donc, si quelqu'un vous propose, bon, il faut se mettre en forme, on commence, on fait de la course, puis là, vous pensez tout de suite à faire un marathon, ça sera pas intéressant. Mais si la personne vous propose d'aller faire 2 minutes de jogging, peut-être que vous allez dire oui plus facilement. Alors, je vous invite comme expérience à prendre 2 minutes pour s'arrêter puis explorer la méditation qui est finalement, pour ce que je vous propose comme expérience, de prendre conscience de notre respiration. Donc, simplement de s'arrêter, de fermer les yeux, les garder entrouverts, puis de tourner le regard, notre attention vers notre souffle, notre respiration. Donc, asseyez-vous pour être confortable. Si c'est le bon moment pour vous, pour d'arrêter ce que vous faites, donc fermez les écrans, peut-être pas cet écran où vous écoutez, mais vos cellulaires, placez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pour 2-3 minutes ou plus longtemps si vous avez envie de rester plus longtemps. Donc on ferme nos yeux, puis on tourne notre attention vers notre respiration. Pour les 2 prochaines minutes, je vous invite à aller simplement ressentir votre respiration, ressentir l'air qui entre, l'air qui sort par vos narines ou votre bouche. Ressentir les sensations de cet air qui entre, de cet air qui sort. De descendre, d'aller ressentir des sensations au niveau de votre poitrine, du mouvement d'expansion, de fermeture de la cage thoracique. Sans volonté de changer le rythme, on observe, on ressent. À chaque fois que les pensées viennent, on se ramène dans le moment présent.
Aller ressentir notre respiration au niveau du ventre. Observer son mouvement. Et de se ramener constamment notre attention vers les sensations de notre respiration. Pour terminer cette expérience d'initiation à la méditation, pleine conscience du souffle, je vous invite à venir accompagner maintenant votre respiration pour 2-3 respirations complètes, conscientes. Et de revenir doucement, réouvrir les yeux si vos yeux étaient fermés. Et je vous rappelle, l'idée avec la méditation n'est pas d'arrêter nos pensées. On est des humains, c'est normal d'avoir des pensées. L'idée, c'est de se ramener quand on se rend compte qu'on a des pensées. Donc, des fois, on va venir voir, oui. On va sentir nos pensées arriver, puis on va s'en rendre compte, puis on va pouvoir se ramener avant même de partir très loin dans nos pensées. Parfois, on va être parti très loin dans nos pensées, on va s'en rendre compte, puis avec un petit sourire, mais on se ramène dans le moment présent. Alors, c'est une invitation d'initiation à la méditation. On peut s'offrir des petites pauses, des 2 minutes, des 5 minutes, puis de voir comment ça va comme expérience, puis peut-être tranquillement, progressivement, augmenter ce temps qu'on s'offre pour simplement être avec soi. Merci d'avoir été là. On vous laisse avec une vidéo d'Annie Saint-Jean qui est une animation créée à partir de photographies prises par un appareil conçu par l'artiste elle-même. On se voit la semaine prochaine. Kululik.